À ta guise, on peut démarrer. Bon, tu es sûr que tu as le son et l'image, hein? Oui, oui, oui. Donc là, c'est parfait. Je J'ai vais le quand même son. essayer d'assurer, on ne sait jamais. Oui, oui, oui. Donc, il y a le son, il y a l'image et j'ai lancé l'enregistrement. Parfait. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette tranche d'informations qui concerne la santé. Et pour parler de santé, aujourd'hui, actualité oblige, c'est du coronavirus qui fait tant de ravages dans le monde occidental en ce moment et probablement aussi en Afrique. Pour en parler, c'est un médecin, professeur en pédiatrie à Montréal. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu sur JMB. Et donc, au siège Sainte-Justine de Montréal, le professeur Prévost Jean Chou. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Jackie. Merci de me recevoir sur ton plateau. Mais il n'y a pas de quoi, hein, c'est normal. Hein? Avec les Si notre contraintes, travail peut servir à quelques personnes, c'est formidable. avec les contraintes liées à l'épidémie actuelle, on ne peut pas trop se déplacer. Alors, on fait cet entretien à distance avec les technologies. Bon, le plus important, c'est d'informer les nôtres. Alors, professeur Prévost, c'est quoi le coronavirus? Car beaucoup de gens en entendent parler, mais ne peuvent vraiment pas vous donner une explication. Oui, Jackie, vraiment merci de me poser cette question. Je vais commencer par cette image déjà pour entrer dans le vif du sujet en montrant en rouge tous ces petits points qui sont autant de personnes touchées dans le monde par ce virus. À l'heure où j'ai récupéré cette diapositive du site de l'université de l'hôpital Hopkins, John Hopkins, il y avait 121 000 cas de coronavirus infection à travers le monde. Et entre-temps, il y a eu certainement de nouveaux cas. Donc, de quoi s'agit-il? On va parler effectivement de ce virus. Donc, le coronavirus est un virus qui est un organisme, un microbe qui touche les sujets humains et aussi les animaux. Donc, c'est un virus qui est différent d'une bactérie parce que les virus sont beaucoup plus petits que les bactéries. Et la particularité de ce virus, c'est qu'il a une structure génétique qui est appelée un virus à ARN. Ça veut dire que ce sont des virus qui sont capables de mutation de son capital génétique très rapidement. Et ces virus peuvent infecter les hommes et les animaux. Alors, pourquoi le nom coronavirus? Effectivement, donc, ça C'est vient. pour m'accuser. Comment? Est-ce la raison pour laquelle le pangolin que nous connaissons et que nous aimons bien consommer en Afrique a été accusé à un certain moment? Alors, effectivement, l'origine de la transmission de l'homme de l'animal à l'homme provient effectivement du contact entre l'homme et les animaux. Et on a plusieurs hypothèses de cette transmission. Les premiers cas, comme on le verra un peu plus loin, ont été décrits en, en Chine. Et ces premiers cas ont été rapportés dans une zone de marché en Asie, en Chine, et ces premiers cas étaient attribués à la consommation de certains animaux, mais on n'a pour l'instant pas identifié directement un animal plutôt qu'un autre. Et ce qu'on sait de ces virus, comme vous le voyez sur l'image de gauche, c'est que c'est un virus qui a une forme avec des petits spicules qui rappellent un petit peu la couronne qu'on met sur la tête des rois. Et cette couronne a donné le nom à ce virus, donc coronavirus. Donc en espagnol, corona, c'est un peu le terme pour la couronne. D'accord. Couronne le virus en français, en fait. Exactement. Mm. Donc là, on voit sur le microscope les petits spicules que vous voyez un peu partout autour de ce virus qui est ici au centre. D'accord. Mais quels sont les signes pour remarquer ces symptômes-là chez l'humain?
Donc, déjà, le virus, avant de se manifester, va se caractériser par une phase qui est asymptomatique. Donc, cette phase asymptomatique, on va l'appeler la phase d'incubation. Et globalement, cette phase d'incubation va durer de 2 à 14 jours. Ça veut dire que le sujet, l'individu n'a aucun symptôme, mais le virus commence à se multiplier au sein de son organisme. Au-delà de cette phase, vont apparaître différentes manifestations qui vont être marquées par de la fièvre. Donc, c'est souvent des grosses fièvres, de la toux. La toux va être sèche, contrairement aux toux grasses qu'on peut observer parfois lorsqu'il y a des sécrétions bronchiques. C'est souvent une toux sèche initialement, puis progressivement apparaissent des difficultés respiratoires. Par exemple, la gêne à faire des grands mouvements respiratoires, le manque d'air, la sensation d'essoufflement. Et si on regarde le taux d'oxygène, il va être diminué. Donc, tous ces symptômes-là vont apparaître progressivement autour d'une semaine après le début des symptômes. Et puis, à un stade un peu plus avancé, la pneumonie, qui est l'infection au niveau des poumons et une perte de distribution de l'oxygène au tissu. Et c'est cette manifestation-là qui entraîne souvent les sujets dans les services de soins intensifs de réanimation. Et quelques-uns, malheureusement, vont décéder. C'est inquiétant, ça. Mais, professeur Prévost-Jeancho, j'ai l'impression que chez nous, en France, on communique beaucoup sur cette affaire, mais on ne fait pas ce qu'il faut pour dépister tout le monde. Il y a beaucoup qui vont chez leur médecin traitant, qui essaient deux, trois trucs et leur disent non, ce n'est pas du coronavirus. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les pouvoirs publics sont dépassés par les événements? En fait, il faut dire que l'épidémie de coronavirus, actuellement, on parle depuis aujourd'hui, l'OMS a prononcé le terme de pandémie, ça touche tous les continents, et quelque chose qu'on attendait, qu'on voyait venir depuis quelques semaines, puisque depuis les premiers cas qui ont débuté en fin d'année en Chine, les pays occidentaux ont commencé à se préparer à l'arrivée des virus et bien d'autres pays aussi, les pays qu'on appelle les pays du Sud, ont commencé à se préparer. Et ce qu'on peut noter, c'est que cette préparation passe déjà par l'information du grand public sur des mesures préventives à faire et ensuite la disposition des structures sanitaires pour permettre d'accueillir les malades en focalisant sur la catégorie de malades qui est la plus à risque de décéder. Parce que, comme on va le voir ici, le taux global de décès est de 2 à 3 %. Donc, si on prend 100 malades, il y en a 2 ou 3 qui vont décéder. Mais quand on regarde un peu plus en détail, ici sur cette image, ceux qui vont décéder principalement, ce sont des personnes qui sont un peu plus avancées en âge. On regarde que par rapport aux adultes d'âge moyen, les adultes à partir de 60 ans, 70 ans, 80 ans ont un taux de décès plus important. Donc, c'est sur ces éléments-là que le risque de sévérité est majeur, contrairement aux jeunes enfants où jusqu'à présent, les moins de 9 ans, il n'y a eu pas de décès rapporté chez les jeunes enfants. L'autre catégorie à risque, en dehors de l'âge, ça va être les sujets qui ont des maladies associées comme le diabète, l'hypertension, maladies pulmonaires, maladies rénales, etc. Mais comment prévenir cette infection, professeur Prévost-Jeancho? Alors, effectivement, pour prévenir, je vais devoir déjà revenir sur quelque chose qui est fondamental lorsqu'on parle de transmission bactérienne. On parle de deux choses. On parle de la notion de contagiosité et la notion de mortalité. Cette diapositive est intéressante parce qu'elle nous montre la plupart des grandes épidémies qu'il y a eu ces dernières années. Et on peut voir qu'il y a plusieurs différentes microbes qui ont été identifiés. On a parlé, par exemple, de la peste bubonique qui était très, très, très létale, même si le pouvoir de contagiosité est intermédiaire, par rapport à des choses comme la varicelle ou la rougeole qui sont très contagieuses, mais fort heureusement peu létales. Donc, finalement, cette coronavirus se situe un peu dans une zone de contagiosité et la létalité, on l'a vu tout à l'heure, 2 à 3 %.
Cette contagiosité, on utilise souvent le terme R0 qui est caractérisé par le fait que si on met une personne dans une pièce, combien de personnes vont être contaminées autour. Donc, on parle entre 1,5 et 2. Donc, la contagiosité de ces virus va se manifester lorsqu'il y a un contact direct avec des sécrétions. Donc, la plupart de ces sécrétions peuvent être d'origine salivaire. Donc, on peut transmettre le virus en parlant avec des gouttelettes de salive, en éternuant, en toussant ou en touchant la personne. Donc, touché par les bisous, touché par la main. Donc, tous ces modes de transmission vont être l'élément déterminant. L'autre élément, c'est la présence du virus sur des surfaces inertes. Et ce virus-là peut rester pendant quelques heures sur ces surfaces. On prend l'exemple des poignées de porte, des boutons d'ascenseur, des ordinateurs ou des souris, toutes ces choses qui peuvent être partagées entre individus et sur lesquelles le virus va se mettre en place. Donc, un des messages clés pour la prévention, en tout premier lieu, c'est l'hygiène. Donc, l'hygiène, ça passe par l'hygiène des mains. Donc, l'hygiène, c'est le lavage des mains avec l'eau, le savon, bien frotter. Si on n'a pas à disposition l'eau et le savon, il y a la possibilité d'utiliser des gels hydroalcooliques. En connaissant toutefois que pour ces gels, il faut faire attention, la composition en alcool doit être au moins de 60% pour avoir une efficacité. Donc ça, c'est important. Ensuite, l'autre élément de la prévention, c'est la prévention lorsque on est malade pour éviter de contaminer l'entourage. Et c'est un peu à ce niveau-là que peut intervenir le port de masque pour les personnes qui sont déjà malades pour éviter de contaminer l'entourage et l'isolement qui est vraiment le point clé lorsqu'on est diagnostiqué pour cette infection. Donc, l'isolement, c'est la mise en quarantaine qu'on appelle souvent. Pour le masque, je vous ai ici, Jackie, mis un exemple pour un masque que les malades peuvent porter lorsqu'ils ont des symptômes de manifestation respiratoire. Oui. Et c'est des masques qui sont différents de ceux que les soignants portent en face d'un malade déjà identifié ou un malade suspect d'infection à coronavirus. Et on peut voir que sur le port de ces masques, il y a une zone qui est un peu rigide et c'est cette zone qui va s'appuyer sur le nez et le masque va se mettre en arrière en laissant la possibilité de bien couvrir en bas et en haut au niveau du nez pour éviter le passage de ces gouttelettes de part et d'autre. Donc, le masque doit bien protéger le nez. D'accord. Je reviens. Dites-moi, une fois quelqu'un est diagnostiqué comme porteur de ce virus, oui. Prescrivez-vous? On a entendu parler de chloroquine, de ci ou de ça, de l'ail, on a tout entendu. Vous, médecin, qu'est-ce que vous prescrivez à quelqu'un qui est atteint du coronavirus? Très, très bonne question, Jackie. C'est une période où on vit dans l'ère des médias sociaux, on vit dans l'ère j'allais dire, des infections par des nouvelles. Les nouvelles sont parfois pas forcément des bonnes nouvelles. C'est ce qu'on appelle en anglais des fake news. Et il y a beaucoup de fake news en matière d'infection, surtout dans cette période où la peur règne avec l'épidémie, la pandémie de coronavirus. Donc, toutes ces informations qu'on entend sur les réseaux sociaux, par exemple sur le rôle de l'ail, sur le rôle de boire de l'eau toutes les 15 minutes, repose sur des fake news. Il n'y a rien qui est démontré sur ça. Pour ce qui est des traitements pour l'infection, on a vu tout à l'heure qu'il y avait la fièvre. Donc, un des symptômes chez les patients qui ont une infection, c'est de traiter la fièvre. Le paracétamol aide à traiter la fièvre. Il aide aussi à soulager les douleurs des courbatures, puisqu'on observe aussi parfois des symptômes comme lorsqu'on a une grippe banale, des courbatures musculaires. Donc, ces douleurs-là sont également soulagées par la prise de paracétamol. Le lavage des nez, l'hygiène des mains, tout ça, ce sont des mesures qui sont associées chez les malades aussi. Et finalement, pour les cas graves, se discute des traitements. Alors, en matière de traitement, c'est un virus qui est assez connu, le coronavirus, mais
la souche actuelle, c'est une nouvelle souche, le COVID-19, qui veut dire Coronavirus Disease 2019, puisque les premiers cas ont été identifiés en décembre 2019. Elle est un peu plus récente. Donc, les chercheurs dans beaucoup de parties du monde essaient de trouver des traitements qui pourraient diminuer les symptômes. Il y a des études qui ont été publiées tout récemment sur différentes cohortes de patients, donc des groupes de malades qui ont reçu différents traitements, notamment des antiviraux. Certains antiviraux qu'on utilise par exemple pour la grippe, le médicament qu'on donne parfois dans les grippes sévères, le Tamiflu, et a été testé, mais n'a pas démontré. Vous avez dit le Tamiflu? Tamiflu. Oui. Donc, c'est utilisé pour le traitement de la grippe chez les patients à risque. Il n'a pas démontré d'efficacité dans cette infection à coronavirus. Ensuite, il y a d'autres antiviraux qui également ont été étudiés, n'ont pas également démontré d'efficacité. Donc, la chloroquine, c'est un ancien médicament qui est traité, qui est utilisé pour le traitement du paludisme, qui auparavant a été très, très prescrit. On l'utilisait même en prophylaxie. Il y a des cas qui ont été rapportés comme étant utiles pour la diminution de la sévérité de la maladie dans les formes qui étaient sévères. Mais actuellement, c'est un médicament qui n'est pas encore préconisé comme étant utile dans les formes bénignes, premièrement, et aussi dans Alors, le statut si de je comprends bien, prophylaxie. Prévost, Oui, aujourd'hui, si vous avez quelqu'un dans la main qui souffre de cette pathologie-là, tout ce que vous allez lui prescrire, c'est du paracétamol, c'est du doliprane qui contient du paracétamol, c'est l'efferalgan qui contient du paracétamol, c'est tout ce que vous voulez lui prescrire. exactement. Dans les formes, comme on l'a vu dans les graphiques précédemment, la plupart des cas de formes de patients vont avoir une évolution qui sera de type bénigne avec des symptômes qui vont évoluer sur environ 2, 3 semaines. Il y a une étude qui a montré qu'un patient pouvait excréter le virus jusqu'à 21 jours, quelques cas au-delà de 21 jours, mais la plupart du temps, les symptômes vont durer autour de 2 semaines. Donc, très peu de patients vont se trouver dans cette zone qui va entraîner une nécessité d'assistance respiratoire. C'est dans ce contexte-là que on ne va pas mettre en place des traitements qui ont des effets secondaires. Il faut quand même se souvenir que la chloroquine, par exemple, est associée à des problèmes hématologiques chez des patients qui ont une anomalie au niveau des globules rouges. Donc, c'est un médicament qu'il ne faut pas prendre aussi à la légère, surtout en Afrique où il y a beaucoup de patients qui ont ces déficits qu'on appelle déficit en G6PD. Donc, c'est sûr qu'actuellement, on ne va pas recommander de le prendre en prophylaxie ou chez les sujets qui ont une forme qui est considérée comme relativement simple. Chez les patients hospitalisés, les autres traitements vont être liés aux besoins d'assistance respiratoire. Certains vont aller jusqu'à une intubation et une ventilation pour les formes sévères. Et dans ce contexte-là, se discute des médicaments expérimentaux ou des médicaments qui sont liés à la nécessité de l'assistance respiratoire et cardiaque. Peut-on imaginer, professeur Prévost-Séancho, que quelqu'un qui a été atteint par cette pathologie-là et dont les médecins n'ont pas détecté, finisse par guérir tout simplement Oui, sans avoir été traité? oui, absolument. Et c'est un peu la particularité de ces infections virales où on peut observer des personnes qui vont avoir une manifestation qui est assez frustre, très peu de symptômes, mais une expression virale qui est présente. D'où la raison qui fait qu'on met en quarantaine les personnes qui vont être au contact de cas avérés, parce qu'on sait que certaines de ces personnes ne vont pas être très malades, mais vont quand même avoir le virus et pouvoir le propager. Et c'est un peu ça qui fait aussi qu'on observe ces cascades de propagation et la multiplication de nouveaux cas chaque jour. Je vais revenir, et ce sera ma dernière question, sur comment remarquer les signes
des symptômes. Est-ce que quelqu'un qui est atteint du coronavirus fait de la température élevée? Oui, la fièvre fait partie d'un des symptômes, mais la fièvre n'arrive pas forcément dès le premier jour de contact avec le virus. Il y a cette phase d'incubation qui varie entre 2 et 14 jours. En moyenne, c'est 5 jours la phase d'incubation. Donc, de 0 à 5 jours entre le contact avec le virus, on peut être tout à fait sans aucun symptôme. Par la suite, les premiers symptômes vont apparaître, la fièvre, la toux, la gêne respiratoire. Donc, la fièvre, effectivement, est très fréquente chez les patients qui ont cette infection. Donc, quelqu'un qui va à l'hôpital, on prend sa température, il est à 37, il n'a pas de fièvre. On ne peut pas poursuivre les recherches pour dépister du coronavirus puisqu'il n'a pas de fièvre. C'est pour cette raison qu'on ne fait pas le dépistage chez les personnes asymptomatiques. Et c'est aussi pour cette raison que lorsque on est au contact d'une personne qui est connue avec le coronavirus, on demande de mettre la personne qui a été au contact en quarantaine. Donc, c'est une forme d'isolement pendant 2 semaines parce que cette fenêtre de 2 semaines va permettre de voir ou pas apparaître des symptômes. Et dans cette fenêtre de 2 semaines, quelques personnes vont finalement évoluer à bas bruit sans manifester aucun signe de la maladie. D'autres vont rapidement s'aggraver. Et c'est aussi pour cette raison que lorsque on sait que le virus circule, on commence à mettre en place des mesures qu'on appelle un peu distance sociale. C'est éviter les agroupements, les attroupements, éviter les manifestations. On a eu, par exemple, nous, en médecine, cette semaine, l'annulation de 2 grands congrès de médecine qui avaient lieu en France. On a des annulations de conférences, on a des mesures qu'on a vues en Italie avec la suppression de tout ce qui est activités de groupe, sport, cinéma, etc. Donc, toutes ces mesures-là visent à diminuer cette contamination, surtout dans la phase où les gens ne se sentent pas malades, ils sont frais, il n'y a aucun symptôme. Hein, c'est pour ça. Professeur Prévost-Jeantou, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et puis je n'ai pas tilté dessus, car je ne sais pas tout. Non, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de faire passer le message que ce virus circule. Il n'y a pas de pays épargné. Sur ce graphique, par exemple, j'ai mis les top 10 des pays où l'infection est active, très active. On voit que la France est en train d'augmenter. Ici, sur la suivante, j'ai mis les pays en Afrique où il y a des cas déjà identifiés. Très peu de cas actuellement. Mais c'est important, j'insiste sur cette diapo en disant que c'est pas parce qu'on est noir qu'on est protégé. Il y a toujours dans les médias sociaux, des rumeurs, des fausses rumeurs qui disent on serait protégé parce qu'on est noir. Il est possible que l'impact ou l'effet de la température dans certaines régions du globe fait que le virus soit moins expressif. Mais il y a, comme vous le voyez, plusieurs cas identifiés. Donc, ce n'est pas non plus une raison pour ne pas être vigilant. Et cette vigilance, c'est vraiment, j'insiste sur les mesures de lavage des mains, de faire attention si on a déjà des petits symptômes, le petit nez qui coule, un petit rhume, de ne pas le banaliser. Surtout ceux qui travaillent au contact des personnes âgées, au contact des personnes immunosupprimées, au contact des personnes malades dans un hôpital. Parce que ce qu'on veut, c'est cette diapo, c'est de ramener un système où l'épidémie serait en gros pic avec une saturation du système hospitalier vers cette courbe où finalement les cas sont étalés dans le temps. Ça permet d'accueillir progressivement les malades parce qu'un pays comme la France, même si le système de santé a des ressources, elles ne sont pas illimitées. 5 000 lits de réanimation. Si on a 20 000 malades graves, on comprend fort aisément que c'est quand même un système qui va être saturé. Donc, je voudrais aussi, Jackie, terminer en disant que c'est important cette épidémie, mais ça ne doit pas faire occulter qu'on est dans un environnement où il y a beaucoup d'autres maladies qui sont létales. Et je voudrais faire un clin d'œil ici au paludisme qui tue chaque année plus de 400 000 personnes dans le monde, plus de 90% en Afrique. Et c'est important qu'on pense
toujours mettre les moyens pour la recherche pour éviter, même si ce n'est pas une pandémie, ça reste que c'est une épidémie qui est annuelle avec très peu d'avancées pour justement éviter ces maladies. Donc, vraiment, pensons global et essayons d'être solidaires. Merci beaucoup, professeur Prévost Jean-Chou. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez appris en écoutant ce programme gracieusement proposé par le professeur Prévost Jean-Chou depuis le CHU Sainte-Justine de Montréal. On se retrouve sur toujours sujet un petit peu plus avec un autre invité dans quelques jours. D'ici là, soyez prudents. À bientôt. À bientôt. Merci, Jackie. Je vais couper.